Oh bravo. I don't know. Il est le seul. Il est unique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans l'écran, votre podcast préféré pour parler de séries télé et plus précisément de leur épisode pilote. Avec moi, les deux machines du podcast, toujours là pour vous faire découvrir les nouveaux hits du petit écran. Non, ce ne sont pas Charlie et Lulu, mais bien Mathias et Pierre. Merde. Au secours. Ah merde. J'ai eu un rire direct, parce que vous avez remarqué, j'avais placé machine, j'avais placé hit machine. Parce que tout est réfléchi en fait. Jérémy, nous sommes en 2021, je te rappelle. Il y a des gens qui ne savent pas de quoi on parle. Là. Charlie. Et bien justement, Pierre, tu vois, c'est bien, tu tends la perche sans même le savoir, mais c'est parce qu'aujourd'hui on va parler d'une série qui ne se passe pas en 2021, Pierre. On va Waouh. même remonter loin, très loin dans le temps. Et surtout, on l'avait dit en conclusion du dernier podcast, on va être cocorico, parce qu'on va vous parler de la dernière production Amazon Prime Video française, et ce n'est autre que la série Mixte. Tradition oblige, Pierre, lis-nous le résumé proposé par Amazon Prime Video pour cette série, s'il te plaît. Oui, je peux. Tu vas Mixte. le faire surtout. Alors, c'est la rentrée 1963 au lycée Voltaire, et pour la première fois, filles et garçons se mélangent. Cette première année de mixité réserve bien des surprises aux professeurs comme aux élèves. Ok. De pire en pire les intonations des lectures. Ouais, là j'ai testé l'accent de foire, mais bon, moi j'ai voilà le cap d'Agde. Voilà, effectivement, ça résume bien la série. Je pense qu'on peut passer à la série suivante. Merci. On va faire comme ça, Mathias, vas-y, rentre dans les c'est détails. surtout que c'est Mathias en fait qui nous a. Je vous avoue que moi j'étais totalement passé à côté. J'avais vraiment pas vu passer d'annonce ou quoi. On tient un petit calendrier en fait, chers auditeurs, des sorties des séries à venir pour savoir ce qu'on va traiter dans le podcast. Et on était totalement passé à côté. Et c'est Mathias qui l'a regardé Day One, parce que Mathias il est au taquet sur toutes les plateformes de streaming. Je crois que c'est la joie du chômage quoi. Hein. Là, c'est ça. Il n'a rien à faire dans la vie, donc il regarde. Et du coup, Mathias, il a dit, les gars, waouh, mixte, oh my god, vive la France et vive le général de Gaulle. Et du coup, il faut qu'on regarde ça et qu'on en parle dans le podcast. Du coup, Mathias, vas-y, parle-nous un petit peu plus de mixte. Qu'est-ce qui se passe? Quoi, quand, comment? Enfin, quand, on l'a déjà dit, mais quoi écoute, et pourquoi? Il me semble que Pierre a vraiment bien posé les bases. Hein. Il s'agit d'une expérimentation. C'est la tentative pour la première fois de faire un lycée mixte. Donc, on va mélanger quelques filles à des garçons. Ça se passe donc dans les années 60. C'est complètement inédit. On n'est pas à Paris. On est plutôt en Charente, pour ceux à qui ça parle. Hein. On est du côté... Angoulême. Comment ? Angoulême, Charente-Maritime? Charente, ouais, enfin, on est dans cette région-là, tu vois. Ou plutôt Poitou, Charente. Aujourd'hui, on dirait Charente. Nouvelle-Aquitaine, mais bon. Ok, en fait, d'accord. c'est plutôt, voilà, c'est important parce que, comment dire, on est donc dans de la reproduction des années 60, et là, ça se passe dans un petit village, donc tout ce qui est décor et tout ça, c'est extrêmement crédible. Ils ont choisi une localité qui se prête vraiment parfaitement à la situation. Et donc voilà, on se retrouve plongé dans les affres d'un lycée avec des professeurs dont certains sont un petit peu vieux, donc rétrogrades. On a des professeurs qui sont un peu plus jeunes et ça pose les bases d'une société française des années 60 où tout d'un coup, ça nous rappelle que la position de la femme c'était pas gagné et que depuis, on a fait beaucoup de chemin et donc pour moi, la série est intéressante parce que justement, elle remet en perspective de là où on part et là où on est aujourd'hui. Et je trouve que ça remet bien en place le combat des hashtags #MeToo et tout ça. Est-ce que vous voulez intervenir ou est-ce que je continue ? Je suis d'accord avec ce que tu dis. Non, je pense que peut-être on pourrait, avant vraiment nous dire ce qu'on en a pensé avec Pierre, peut-être rentrer un peu plus dans l'histoire, parce que c'est vrai qu'on suit principalement un personnage, une jeune fille, donc peut-être que tu peux nous la présenter. Alors, moi je dirais qu'il y a plusieurs persos en fait qui sont assez caricaturaux à la base, a priori. On a parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles, hein. C'est vraiment un test. Donc je pense que les filles sont Elles sont 11 de mémoire. Ouais, c'est ça. Et la série se focalise particulièrement sur... on a différents profils, en fait. On a des filles
qui viennent, par exemple, il y a la fille du boucher, il y a la fille de la tenancière du café du coin, il y a qui c'est qu'il y a d'autre? Il y a une fille qui elle vit chez sa tante, qui est pied noir. Voilà, on a des profils comme ça qui sont assez éclectiques et qui permettent de parler de la société, qui permettent de parler de la guerre d'Algérie, par exemple. Enfin, c'est une évocation qui est très lointaine, mais tout ça est évidemment bien pensé et plutôt malin. Et on a aussi une professeure d'anglais qui est divorcée, ou en tout cas qui souhaite être divorcée. Et là aussi, ça pose certaines bases qui sont plutôt intéressantes, parce qu'elle n'est pas très bien vue, évidemment, parce qu'elle est jeune, d'une part, qu'elle est une femme, d'autre part, et qu'en plus, elle est en instance de divorce. Et on a un surveillant général, qui est un personnage un petit peu intrigant, parce qu'on sent, alors il est marié avec l'infirmière, et je pense que dès le premier épisode, arrêtez-moi si je me trompe, mais on comprend tout de suite que leur couple est un couple de façade, et que C'est le cliffhanger de la fin du pilote, en fait. voilà, Le l'un pilote se et termine l'autre là-dessus. l'un et l'autre, en fait, ont des choses à cacher, ou en tout cas qu'ils ne veulent pas montrer. Et ce sont des amis d'enfance qui se sont mis en couple et qui se sont mariés pour pouvoir préserver chacun leur secret. Ah, ah. Et donc, voilà, on se lance dans la rentrée qui est avec le dirlo, le directeur du lycée, qui n'est autre que François Rollin, que les amateurs de bon humour connaissent bien, forcément. Habeus corpum papas est, ce qui ne veut absolument rien dire, mais vous aurez compris le sens. C'était une référence à Kaamelott, mais personne, du coup, apparemment. Si. Et je pense que le François Rollin est la seule, entre guillemets, tête d'affiche. Sinon, Non, là tu dis non, là, Mathias, non. alors moi, Quand même. Celui qui joue le surgé, c'est quand même un acteur assez connu en France, c'est Pierre de Longchamp. Celle qui joue la meuf un peu rigoriste, on va dire, c'est Anne Leni, ouais. qui est une réalisatrice très connue en France pour des films un peu sociaux. Maud Wheeler, elle est quand même connue depuis 2-3 films, plutôt dans le. Celle qui joue l'infirmière, du coup, elle est assez connue aussi. Elle a fait quand même pas mal de films récemment, donc c'est quand même un casting un peu. Il y a quand même des noms, des têtes d'affiche qui sont plutôt des têtes d'affiche des films français. Oui, mais Pour le grand public, Ouais, Pierre, qui ne on va n'est pas dans qui du Audrey n'est pas Fleurot, ultra par calé. exemple. Voilà. Non, mais d'accord, mais t'as pas Michael Youn, mais effectivement. Non, mais au-delà de Et Michael on Youn, le ça regrette. veut dire François Rollin, voilà, c'est quand même, malgré tout le respect que j'ai pour les autres acteurs, et même, je t'avoue que moi, je les connaissais pas trop, parce que je suis pas très versé dans le cinéma D'accord. français, Non, ni mais les séries télé françaises, donc c'est vrai que moi, de Longchamp, il a quand même un bon parcours dans le cinéma. lui, je le connaissais, par contre, Ouais. je le connaissais, mais plus de vues, tu vois, je sais que je l'ai déjà vu quelque part, mais voilà, je pourrais pas citer des choses de lui. Bah, Ah. très connu, il a fait L'inconnu du lac et Plaire aimer et courir vite de Christophe Honoré, qui était un bon film. Après, Ouais, tu vois, Pierre, en fait, ta connaissance de ces comédiens m'éclaire un petit peu, parce que je trouve que au niveau des comédiens et des comédiennes, il y a quelques inégalités, c'est-à-dire que on sent qu'il y a des niveaux de jeu qui sont un disparate. peu disparates, exactement. Après, comme l'a très bien fait remarquer Jérémy dans nos petits échanges, on se fait très très vite attraper par l'histoire. Et ce côté qui sonne alors oui, pas tous apparemment, mais ce côté qui sonne un petit peu à la française, j'ai envie de dire, de mon point de vue, en tout cas, avec ma sensibilité, ça s'est très vite effacé au profit de ce que ça racontait, des thématiques abordées, et de l'extraordinaire, en fait, contemporain. Il faut m'aider, faut faire un truc là. Contemporanité? Voilà, c'est ça, un mot un peu comme je sais ça, pas. tu vois. On peut créer des mots, vas-y, on y va. Ouais, crée des mots, soyons Allez. fous dans ce podcast. Ça reste très contemporain, alors que ça se passe dans les années 60, c'est exactement ce que je voulais dire. Merci. Non, mais, bah moi, bon, on va revenir sur l'histoire après, parce que je n'aime pas non plus l'histoire. Mais en fait, le truc quand on en parle de séries françaises, moi, le truc qui me saute aux yeux, c'est que il y a un problème technique de base, c'est qu'en France, on sait pas prendre le son. Et c'est horrible, quoi. Genre, les mecs, t'as l'impression que la perche, elle est mal au mauvais endroit, tout ça. Il y a toujours un problème de son dans les séries françaises. Ça, c'est horrible. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup plus, il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de capture de son en direct en France, tandis qu'aux États-Unis, Oui, il y a pas de- tout il y a est la post-synchro, tout ça. tout est refait pratiquement en post-production, tandis qu'en France, on fait beaucoup de choses directement sur le tournage.
Après, voilà, ça amène les problèmes que ça peut amener, mais au moins il y a une véracité du son Sinon, en c'est pas direct. mixé, peut-être. Je sais pas. Après, voilà, moi Euh, j'ai toujours dit en tant que monteur vidéo, pour moi les ingé sons, voilà, je pense que personne n'a envie de faire ce métier. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'on veuille faire ce métier. Mais voilà, on n'est pas venu aujourd'hui pour tailler les ingé sons. J'en profite pour embrasser Maxime Gauthier, ingé son de son Maxime, métier qui et n'était peut-être chômeur avant tout. qui n'était peut-être pas sur le tournage parce que je pense qu'il n'y avait pas d'ingé son. C'était peut-être GG du Franprix qui tenait les micros. Non mais voilà, il y a moi, déjà déjà il y a le côté jeu français. Moi je sais pas que je le trouve disparate, et je trouve que globalement ça joue assez mal quand même. Tu vois, le surveillant général, c'est pas le mec qui fait choisis un registre parce que tu peux pas faire tous les registres sur une série. C'est un peu pareil pour tous les acteurs. Bon, ceux qui sont plutôt les jeunes, on sent que c'est des acteurs un peu amateurs, donc limite ça se pardonne. Et limite, c'est pas les pires, je trouve. Moi, c'est vraiment dans les rapports entre les instits et tout ça. François Rollin, bon, il est dans son rôle, il fait son truc, il est toujours correct, quoi. Le reste, c'est vraiment. C'est eux. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec quoi. Le non-engagement des mecs à jouer, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est toujours un truc qui me déplaît dans le cinéma français. Là, moi, ça me saute aux yeux, quoi. Oui. Je me permets d'intervenir par rapport à ça. Je partage complètement ton point de vue et la façon dont j'ai perçu ça aussi. Et à un moment donné, je me suis quand même dit, peut-être qu'on n'a pas conscience de ce espèce de degré qu'il pouvait y avoir entre les professeurs et les élèves, une forme peut-être qu'ils ont voulu insister sur justement La l'extrême distance. froideur, la distance totale, le mépris, parce qu'il y a il y a du mépris, mais c'est vrai que ça marche pas tout le temps, et même ça marche assez rarement sur la relation prof-élève. T'as raison, là-dessus, t'as raison. Ah ouais, après, entre les élèves, il y a peut-être un peu plus de chaleur. La relation des deux filles principales, je trouve qu'elle marche, quoi. Moi, je me suis arrêté au pilote, hein, donc les deux présentés en premier, ça va, je trouve qu'elle marche plutôt bien. Après, bon, tu veux peut-être donner un peu ton avis premier, Jérém, avant qu'on rentre dans l'histoire et tout ça? Quoi? Plus au détail? Oui, bah moi juste pour rebondir sur le jeu, vous en parlez. Moi, je pense que c'est plus. J'ai eu un petit peu de mal au début, pareil, à rentrer dedans au niveau du jeu, mais en fait, je pense que c'est juste que je n'ai tout simplement plus l'habitude de regarder des séries françaises, en fait, et que c'est un peu triste, en fait, c'est que j'ai plus l'habitude d'entendre ma langue natale en fiction, même si je vais quand même voir un peu de cinéma français au cinéma. Mais ça reste encore assez rare. Mais des séries françaises, j'en regarde très très rarement. D'ailleurs, je te remercie Mathias parce que c'est la troisième cette année que tu me conseilles, et pour le moment j'ai toujours été très très agréablement surpris. Mais c'est vrai que je n'avais plus l'habitude. Donc pour info, il m'a fait découvrir OVNI, qui était sur Canal. Canal, Ouais. Canal, et 3615 Monique. Alors non, ça je l'ai regardé de mon Ça, c'est pas propre moi, chef. ouais. Ouais, pareil, qui était sur Canal aussi, et que qui m'a fait beaucoup beaucoup rigoler. Donc non, c'est vrai que sinon, je crois qu'on en avait parlé parce que la seule série française dont on a parlé dans le podcast, c'était Hippocrate, dans Ouais. notre spécial sur les séries médicales. Donc pour vous dire à quel point, voilà, on est à l'épisode 22, on a parlé d'une série française en 22 épisodes, donc voilà, c'est quand même peu. Et je crois que j'avais dit que moi, la seule série française, la dernière que j'avais vue avant, c'était Kaamelott. Donc autant vous dire que voilà, ça montre le peu d'intérêt que je porte malheureusement aussi aux séries françaises. Et je pense que voilà, il y a une forme aussi d'habitude, et malheureusement mon oreille maintenant est plus habituée à écouter de l'anglais que du français, et j'ai toujours un petit moment en fait d'adaptation. Et en fait, une fois que ça s'est passé et que j'ai réussi à rentrer dedans, bah en fait plus du tout. Et ça a été pareil, tu vois, pour les deux séries que j'ai citées précédemment. Et j'ai eu la même chose pour Mixed. J'ai eu un petit peu de mal au début à rentrer dans cet aspect un peu voilà audio. Et après, une fois que j'étais parti, ben moi j'ai passé un bon moment. Donc j'ai maté les 3 premiers épisodes, je crois. Et non, j'ai trouvé ça très cool en fait. Comme Mathias l'a dit, moi je trouve la réal très propre, le décor, le petit village très bien choisi, l'école également. Même si je pense que on a encore la chance en France, avec n'importe quel, enfin avec énormément de petits villages, de pouvoir avoir accès à ce genre de décor un peu naturel, tout comme l'école, on peut très facilement trouver un grand bâtiment, et il y a sûrement encore plein d'écoles plus privées que publiques à mon avis maintenant qui sont encore dans des bâtiments tels que celui-là. Après voilà, bon, je vais pas m'éterniser sur le jeu parce que effectivement, comme Pierre l'a dit aussi, il y a des acteurs qui sont jeunes, donc forcément tu peux pas avoir le degré, le talent immédiat de François Rollin par exemple, qui pour le coup fait un peu du François Rollin, on va pas se mentir, hein, il révolutionne pas son panel non plus.
Mais voilà, Pierre veut intervenir, donc je vais lui laisser la parole. Ouais, juste pour revenir un peu sur le réel, moi, c'est un truc aussi où, en fait, c'est un truc qui est décevant pour moi parce que j'essaie de faire un truc un peu dynamique, caméra portée à l'épaule. Et en fait, en fonction des scènes, ils changent un peu le style de réalisation et tu fais, mais décidez-vous les gars, quoi. Si vous faites une série d'une telle manière, faites-le comme ça. Donc tu passes des trucs où t'as l'arrivée des filles dans le truc, dans l'école qui est filmée d'une telle manière, et tout d'un coup, quand on passe aux scènes de classe, c'est un peu un autre style de réalisation. Après, t'as les scènes un peu plus intimes, ça change encore un peu de style, et je trouve qu'il n'y a pas d'unité en fait. Et ça, bon, encore une fois, c'est très très français. Et je trouve qu'en fait, ce truc où ça manque un peu juste de cohérence et de travail pour moi, ça se retrouve un peu sur tous les aspects de la production en fait. C'est-à-dire que même l'histoire en fait pour moi, alors j'ai vu que le pilote, donc je sais pas où ça nous amène, mais les thèmes abordés, t'as l'impression que t'as les producteurs qui ont fait, bon les gars, on a un cahier des charges, on aborde ça, ça et ça. Et on y va, il nous faut le perso pour ça, le perso pour ça, le perso pour ça. Et bon, c'est un schéma classique de toute série. Quand c'est bien fait, ça me gêne pas, mais là j'ai l'impression de regarder un cahier des charges d'une série lambda en fait. Et ça me dérange beaucoup en fait parce que tu vois juste les ficelles. Alors peut-être qu'il y a des choses qui se passent dans les 8 épisodes, je crois, qui sortent un peu des sentiers battus. Alors pour l'instant, j'étais un peu atterré. J'étais mais ok, d'accord, donc c'est limite le cours d'écriture 101 et ça fait vraiment très très série de producteurs genre lambda qui ont fait, alors pas trop de subtilité les copains parce que là moi j'ai piscine et j'ai un peu mal à la tête, donc faut que tout le monde puisse comprendre tous les trucs, donc c'est pas mal produit, il y a quand même un peu de but tout ça, mais franchement au secours quoi, genre, c'est vraiment quand tu fais le comparo avec des séries où ça parle un peu d'adolescents, et pourtant c'est pas genre la série de Netflix Sex Education, c'est pas une grande série, mais je veux dire ils sont passés un peu outre les clichés de base. Même s'il y a beaucoup de clichés dans Sex Education, les relations entre les persos sont un peu plus travaillées et il y a quand même il y a quand même deux, trois couches en plus que là, un truc qui est un peu, bon, c'est la années 60, mais quand même, on essaie de vous présenter des trucs qui sont quand même un peu d'actualité. Tu dis, non, mais c'est bon, s'il te plaît, quoi. J'ai vraiment l'impression comme faire la soupe. C'est un peu, enfin, comparer une série qui se passe à notre époque aux États-Unis avec une série qui se passe dans les années 60 en France. Alors, c'est pas aux États-Unis, c'est en Angleterre. Ouais, Angleterre, j'ai pas regardé Sex Machin là, donc. Oui, mais c'est des séries sur des jeunes. Mais bon, l'interaction entre les jeunes français des années 60, tu peux pas la comparer avec les interactions entre jeunes anglais des années 2010. Je parle de la représentation des rôles, comment ils sont écrits en fait. Enfin, là, pour le coup, enfin, moi, je trouve que ça représente bien son époque pour le coup. Moi, pour avoir vu les 8, hein, toute la saison 1, et d'ailleurs, la fin de la saison 1 est ouverte, et ça peut tout à fait être une fin définitive, tout comme ça peut ouvrir sur autre chose. Et il me semble que alors je comprends ce que tu veux dire sur la définition des rôles, mais c'est vrai que le pilote n'est pas parlant par rapport à ça, et que sur au fil des épisodes, en fait, les personnages, en tout cas certains personnages, gagnent vraiment en profondeur, et ce qui n'était qu'une caricature sur le pilote. Par exemple, on a un personnage comme Henri Pichon qui est vraiment le mec un peu bouboule, tout le monde se fout de sa gueule et tout ça. Il va vraiment avoir un arc super intéressant et beaucoup plus profond. Et alors évidemment, c'est jamais révolutionnaire, mais c'est quand même, par rapport à ce que tu disais sur le fait que ça fleure un petit peu le côté, le producteur a dit: «Allez, on va faire un truc très formaté comme ça, comme ça». Moi, je trouve qu'ils ont, en tout cas, alors c'est une créatrice, hein, qui est à la base de ça. C'est une jeune femme qui s'appelle Marie Roussin. C'est sa première série en tant que créatrice, il me semble. Sinon, elle faisait partie de poules d'auteurs. Elle a bossé sur Fais pas ci, fais pas ça, un peu sur Lupin, un peu, mais dans les poules d'auteurs. Donc là, elle a vraiment pris le truc en main complètement. Et je pense que c'est quelqu'un qui a des choses à dire, et notamment sur la place de la femme. Et elle a été un peu plus loin que ce qu'on pourrait attendre d'un truc basique, quoi. Notamment, par exemple, dans le pilote, il y a un personnage qui se fait agresser par enfin, il y a en gros, il y a une jeune femme qui se fait chahuter par une bande de mecs, c'est un peu des losers, quoi. Et le frère qui est, elle est en seconde, le frère qui est en première, qui s'était juré de ne pas intervenir, intervient et pète la gueule du mec. Et tant et si bien que, en fait,
le pilote se termine et on ne sait pas si le type va perdre son œil ou pas. Et ça, par exemple, moi, ça m'a surpris. C'est pas grand-chose, tu veux, mais on place le curseur un peu plus loin, dans des trucs un peu policiers, on aurait dit ah il a un œil au beurre noir ou machin, alors que là on dit bah il va perdre vraiment son œil. Et au fil de la série, potentiellement il va perdre son œil. Et dans la série, ça va avoir une importance et ça va vraiment impacter le personnage et ça va dire des choses, notamment par exemple sur le fait que c'est un petit village et qu'il y a des ragots et le personnage en question va utiliser ça pour mettre la pression et ça c'est vraiment beaucoup plus malin que ce que le pilote laisse entendre. Donc j'entends bien ce que tu dis, Pierre, et je pense que tu as raison sur ce ressenti-là, mais ils ont été beaucoup plus loin, quoi. Et notamment, ils ont coupé la saison en 2. Ils ont d'abord mis 4 épisodes à dispo, puis ils ont fait une pause, ils en ont remis 4. Et le 5e épisode commence sur quelque chose d'assez dur. Et là, encore une fois, j'ai été vraiment un peu déstabilisé, où je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à une dureté comme ça, vu le contexte. Donc voilà. C'est pour ça que je le défends un peu. Ouais, non, mais moi au début, en fait, quand le pilote commence, t'as plutôt l'impression que ça va être un truc proche de la comédie, on va dire, Ouais. dans le choix de la bande-son, dans le choix même du cadre et dans le jeu des acteurs, la manière dont les filles arrivent dans l'école. C'est borderline comédie française un peu pas top. Et effectivement, plus tu progresses dans le pilote, plus t'as l'impression que le ton switch un peu vers du drame, ce qui est bon, pourquoi pas. Après, moi je trouve que ça switch vers du drame mal écrit, mais après c'est mon point de vue. Je viens de découvrir que un des réalisateurs est le mec qui fait la chanson du dimanche et je suis absolument sur le cul. C'est lequel ? C'est Alexandre, c'est un des deux de la chanson du dimanche, Alexandre Castagnetti. Alors, qui a un CV de réalisateur absolument dégueulasse, hein, parce que bon, il a fait Tamara et Tamara 2, donc on est sur des très gros films. Il a fait un film avec Nicolas Bedos, donc voilà la totale, quoi. Et, il a fait pas mal de films avec des AM-fins apparemment. Alors Pierre, j'en profite du coup pour te dire qu'il sera dans le prochain podcast pour parler de de Tamara 3. Donc voilà, bien, tu pourras lui transmettre tout ton amour. Mais je dirais que j'adore la chanson du dimanche, mais je déteste la manière dont il filme toute forme de choses. Voilà. Mais ouais, juste Pierre, par rapport à la musique, j'ai oublié de le dire, il y a oui, c'est vrai. Il y a vraiment un truc intéressant, mais qui a déjà été fait et très très bien fait par Peaky Blinders et d'autres séries d'ailleurs, mais la bande son est contemporaine alors qu'on est dans les années 60, donc il y a une vraie volonté. Alors c'est là où je recoupe un peu ce que tu disais sur le fait de c'est pas forcément toujours très très fin, mais on est bien ils affichent bien l'idée que voilà, on parle des années 60, mais c'est contemporain et la preuve, la musique est contemporaine. C'est un peu on fait un petit coup de coude comme ça, mais ça fonctionne bien. Je trouve que ça marche très bien. D'ailleurs, j'en profite, comme tu as dit 3 fois le mot contemporain, pour revenir à la question de tout à l'heure. Le mot que nous cherchions était la contemporanéité. Merci, voilà. exactement. Et on en profite pour embrasser Bernard Pivot. Qui nous écoute, évidemment. Évidemment, il m'a retweeté la semaine dernière. Très bien. Non mais voilà, en fait, bon, c'est bien que c'est des séries françaises. C'était la première, je crois, d'Amazon Prime. Ouais. Non. Ah non. Amazon Prime avait fait une horreur, un truc, je l'ai pas regardé et j'avais pas du tout envie de le voir. Les bandes annonces me suffisaient. Une sorte de mixité Allemagne-France d'un petit village dans le sud de la France, un truc avec Charlotte de Turckheim, il me semble. Ah oui, ça avait l'air. Oh, il forçait tellement sur les bandes annonces à cette époque sur Amazon. Ouais. Ça avait l'air catastrophique. Le village, ça s'appelait, non ? C'était pas ça ? Peut-être ça, ouais. D'accord. Donc, et là, pour le coup, là, on est vraiment quand même dans autre chose. Si je tenais moi à mettre ça en avant, c'est que je trouve que alors que visuellement, un village français. Non, c'est pas ça. Non, je crois pas. Non, c'est pas ça. Visuellement, on part un peu sur un truc où on se dit ah oui, ça va être les choristes, ça va être un truc comme ça. Et ben, on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus beaucoup plus intéressant et avec un propos qui résonne avec ce que les femmes peuvent vivre et endurer aujourd'hui. Et le combat des femmes, je trouve, est intéressant avec l'optique de cette série-là, dans l'optique de cette série-là. Voilà, puis c'est intéressant quand même que, c'est vrai qu'Amazon parte sur cette branche-là, parce qu'on pourrait comparer par exemple avec les productions Netflix France. Enfin,
de Netflix en France qui surfent pas trop sur cette vague pour le moment. Là, je trouve que c'est bien qu'ils aillent aussi, voilà, chercher un peu des trucs comme ça, même si des séries d'époque, on en a quand même eu beaucoup en France. Là, moi, je trouve que le point fort du truc, c'est d'arriver à traiter, comme le disait Mathias, d'un sujet moderne, d'un sujet important. Mais voilà, c'est bien en tout cas d'avoir ce genre de message, de montrer que voilà, 63, c'est pas si vieux. Hein. Moi, mes parents, ils sont nés en 1960. Voilà comment ça se passait en France et qu'il y a déjà eu beaucoup de chemin qui a été parcouru en l'espace de 60 ans et qu'il y en a encore beaucoup à parcourir sur les 60 prochaines années. Mais même, Ouais, enfin, et on avant ça, part de j'espère. loin. Et on part de loin, et notamment il y a un exemple, il me semble que c'est dans le pilote où la prof qui est en instance de divorce, le surgé vient la voir et pour être sympa avec elle, lui propose de lui verser son salaire en liquide parce que, explique-t-il, vu qu'elle n'est pas encore divorcée, s'il lui fait un chèque, le chèque sera encaissé sur le compte de son mari et le mari pourra, oui ou non, lui transférer l'argent. Et voilà, ça, c'est des détails, hein, c'est pas grand-chose, mais on se dit que c'est des pratiques quand même assez arriérées, mais non, c'était il y a à peine 60 ans, et c'est chaud, quoi. Voilà. Oui, mais c'est quand même voilà, moi je trouve ça bien, voilà même si qu'on apprécie ou pas la série, je trouve qu'il y a une vraie volonté derrière de proposer quelque chose de différent et voilà, peut-être que tout n'est pas parfait. Après, moi, je suis dans mon cynisme, je pense que c'est juste que ils sont allés au marché du film, ils ont fait, voilà, on prend ça, on s'en bat les couilles, et voilà, c'est, tu vois, c'est. Non, Encore une fois, je vois pas la démarche d'Amazon derrière d'aller promouvoir un truc comme ça. C'est Amazon, quoi, tu vois, c'est pas non plus. Donc, que la série existe et qu'elle propose ce genre de sujet, ok. Après, je pense pas qu'il y ait une volonté d'Amazon de pusher des trucs comme ça, tu vois. moi je trouve que Amazon en mettant, parce qu'ils ont fait une belle mise en avant sur Mixed, et vraiment, enfin en tout cas il me semble, Il y a eu une et très belle promo. Hein. ouais, Ils une ont belle fait promo. notamment une émission spéciale avec Marie Palot et Domingo, je crois aussi. Ah ouais? Ils ont fait tout un truc avec les acteurs, mais c'était dans Popcorn, je crois. Enfin, une émission. Enfin, il y a eu un gros truc qui a été fait. C'était peut-être même Amazon d'ailleurs qui l'a organisé, je sais plus. Excuse-moi, du coup, je t'ai coupé, pardon, Mathias. Non, mais non, ce que je voulais dire, c'est que je trouve que ça envoie un message qui est pas complètement anodin. C'est-à-dire que, comme tu disais, Jérémy, on n'est pas sur du Netflix France en production française. On est dans quelque chose que, il me semble, est un peu plus quali, Il- que ce soit sur le discours, que ce soit sur la mise en scène, sur les comédiens et tout. C'est pas de la grosse tête d'affiche, mais comme Pierre l'a souligné, c'est pas des gens qui, enfin, c'est pas n'importe qui non plus. Et, et voilà, pour moi, ça envoie un bon signal. Après, il faut voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont être contents? Est-ce qu'ils vont continuer dans cette veine qui est un peu plus intello, de mon point de vue, que grand public, comme ils avaient, Ah, bah, c'est pas Lupin. Hein. fait. Non, mais voilà. Enfin, mais bon, moi, je serais content que Amazon Prime essaye de mettre en avant des productions françaises qui sont quand même avec un vrai propos derrière, un truc, voilà, un Bah, message. même si tout ça est très louable, moi, ça, en fait, je trouve encore que on n'est pas dans le domaine des grandes séries pour l'instant. Ouais. En fait, il manque un auteur derrière, alors que ce soit le réal, que ce soit le showrunner. Je trouve que ça. Bah, Non, mais on n'est pas dans Julie Lescaut ni Cordy Jugé Flic, tu vois. Il y a quand même un petit truc, moi, quand je même un suis peu plus plus proche de intéressant. ça que de séries qui me plaisent, tu vois, genre en termes de fabrication. À Je comparer aux suis pas, Français, par exemple, je veux dire, je sais pas. bah, je suis Enfin, pas très très loin de trucs, de trucs français, il y a des trucs que j'apprécie, mais qui sont souvent des trucs plutôt autorisants. Effectivement, c'est pas le bas de panier de ce que tu peux voir sur TF1 ou des trucs absolument dégueulasses, mais je trouve vraiment que c'est vraiment, c'est un peu un niveau de lecture et on y va les gars et ça suffira, tu vois. Et c'est en même temps, c'est le parcours des mecs qui quoi, la show, ouais, celle qui a écrit la série, elle a fait ses armes à la télé française et c'est uniquement des trucs de bah, fais pas ci, fais pas ça, section de recherche, des machins que je connais même pas. Là, je cite des trucs que je connais, les bracelets rouges, what the fuck, genre, je regarde pas la télé donc je peux pas savoir ce que c'est. C'est une série qui avait cartonné sur TF1 avec un propos qui était pas forcément hyper facile sur l'intégration des ados, je crois, enfin, ou des personnes handicapées, je sais plus. J'ai un énorme problème avec l'écriture française parce que je trouve qu'ils ne savent pas écrire tout simplement en fait et il y a jamais de j'ai jamais vu une série française, ça va pas, il y en a deux trois peut-être sur Canal où il y a vraiment un mec qui réfléchit derrière qui proposait quelque chose, mais même des séries qui étaient des succès français m'ont toujours paru à 20 lieues d'écriture, alors malheureusement américaine,
mais c'est pas que les Américains, il y a des séries australiennes qui sont très cool, des séries anglaises qui sont formidables. Et en France, je sais pas, j'ai vraiment un problème de toujours un blocage et qui vient, je pense que c'est par rapport au mode de financement et tout ça et par rapport au choix des décideurs. Je pense pas que c'est à chaque fois la faute des auteurs qui ont peut-être d'autres choses peut-être plus de matière à proposer, mais il y a une sorte de nivellement par le bas, je trouve, en France, qui me fait un peu mal au cœur, en fait. Ouais, écoute, moi, Ça en fait pas une série indigne, hein, c'est pas non, non non, plus de la merde, mais mais je partage pas ton avis parce que je trouve que c'est la première série qu'elle écrit en tant que créatrice, alors qu'avant c'était des poules d'auteurs, et je trouve ça bien de la part de Amazon Prime de donner les clés du camion à quelqu'un qui n'a jamais fait autre chose que travailler dans des poules d'auteurs en disant, ben voilà, elle dit j'arrive, j'ai mon projet et on y va, et que Prime fasse confiance et développe la série comme ça, eh ben je trouve que ça envoie un message qui est plutôt positif, et j'ai envie de savoir ce que Marie Roussin va faire après après Mixte. Et je trouve que c'est plutôt un départ encourageant. Bah voilà, repensons aux orphelins de Baker Street ou des trucs comme ça mais c'est vrai qu'ils ont une production qui n'a rien à voir et tout. Et sauf que le propos était complètement naze, quoi. Et là, moi, je trouve que Mixte, ça a beaucoup plus de classe et de tenue que les orphelins de Baker Street. Les irréguliers de Baker Street. Les irréguliers, pardon. Ouais. elle avait pas créé les bracelets rouges, cette dame, c'est pas elle Qui Marie Roussin, du coup. C'est pas elle qui avait fait. Si, je crois que c'est dans sa filmo, ouais. Ouais, mais elle est créditée comme créatrice en fait de cette série d'une autre qui s'appelle Cut. Je connais pas. Ah, mais oui, plus, t'as raison. Oh là là, oui, pardon. Et elle était aussi directrice d'écriture sur les bracelets rouges, donc je pense que c'est peut-être une série qu'elle avait chapeautée. Après, c'était sur TF1, donc TF1, je pense que les marges que tu as sur TF1 sont encore plus réduites que les marges que peut t'imposer Amazon, je pense. Où effectivement, le sujet, c'est quand même bien d'avoir traité, au moins dans une série, plutôt que de nous refaire, je sais pas quoi, à Marseille ou des trucs comme ça. En tout cas, oui, ouais, déjà, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça non plus. Marseille, c'est vrai que ça, c'était de la merde. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même eu aussi une belle promo, j'ai trouvé, d'Amazon. Alors après, c'est pareil, c'est toujours parisiano-centré, mais moi, j'ai vu grosse campagne d'affichage dans le métro, sur les arrêts de bus. Alors, je sais pas, malheureusement, en province, comment ça a été fait. En tout cas, voilà, j'étais étonné de voir une promo comme ça, surtout que voilà, cette série, pour moi, elle est un peu sortie de nulle part. Et si Mathias m'en avait pas parlé, bon, je l'aurais découvert du coup sur les murs du métro. Mais, voilà, j'étais un peu passé à côté. Et non, moi, je suis toujours content de découvrir, voilà, de revenir un peu à la France. En plus, on est en lendemain de défaite à l'Euro, là, donc je vous avoue que voilà, j'ai mal à mon cocorico. Et voilà, je suis content de pouvoir parler de petites productions de chez nous et de voir aussi voilà, qu'il y a des gros diffuseurs qui ne payent pas leurs impôts le reste de l'année, qui viennent quand même investir dans la production audiovisuelle française. Ça me fait plaisir. Mais je viens encore de me faire moucher par Pierre et d'une bien belle façon, parce qu'effectivement, elle a créé 2 séries avant. Donc, tu as dit Les Bracelets Rouges et tu as parlé de Cut. Et Cut, c'est pas rien parce qu'on en est quand même à 412 épisodes. Bah, écoute, Voilà, une sorte de feu je de couperai l'amour, toute ton intervention, Mathias, sur l'intégralité du Ah non, podcast. laisse-le parce que je lui dois déjà 100 000 euros ou je sais plus combien. Je lui dois déjà une somme un petit peu conséquente, donc ça va ajouter à l'ardoise, c'est pas grand-chose. Bref. Bon, bah écoutez, voilà, chers auditeurs, vous avez vu, les avis étaient plutôt tranchés. Quelqu'un a adoré, quelqu'un a détesté, quelqu'un a été agréablement surpris et regardera sûrement la fin quand il trouvera un petit peu de temps devant lui. Pierre Mathias, comme d'habitude, petite reco. Oui, mais ça va, laisse-moi parler là. Calme-toi. Attention, parce qu'à ce rythme-là, c'est moi qui va faire MC c'est du moi truc. qui commence. Et je peux te jurer que je vais bitcher tes introductions si elles sont pourries. Alors vas-y, Pierre, commence. Je vais rester un peu dans le thème de la jeunesse et des séries télé pour une fois. C'est de la merde. Tu sais même pas de quoi je vais parler, donc c'est cool. Je vais conseiller la série Red Hawks. Oh non, pas ça. Tu sais pas ce que c'est, donc non, je sais tu pas. l'as jamais vu, je pense, voilà. Ce qui prouve ton manque de culture. C'est une série d'Amazon aussi, qui a été... c'est produit par Amazon également, c'est pour ça que j'y pense. Qui est réalisé, le pilote en tout cas a été fait par David Gordon Green, réalisateur pas toujours très bon, mais... c'est une série qui était plutôt élégante, je trouvais. C'est sur des faucons rouges. Pas du tout. C'est sur un. Dommage. C'est sur un jeune qui commence à bosser dans un country club et c'est beaucoup autour de familles juives, tout ça. Donc c'était. Ah mais oui, j'ai vu ça. Ouais, mais c'est plutôt intéressant. Je trouve. Très bien, ouais. Et après, c'était tout le parcours du mec. Après, ce que c'était quand il commençait à aller à l'université, il allait à Paris. Il y avait des trucs et la reconstitution parisienne était plutôt intéressante.
Je crois que je n'ai pas vu la toute dernière saison, qu'il y en a juste 3. C'était une série agréable. Pas une grande série, mais plutôt plaisante. Et l'acteur principal était très cool, qui s'appelle Craig Roberts. On ne voit pas beaucoup, ce jeune homme. Bah, depuis qu'il a arrêté sa liste, c'est vrai qu'on le revoit plus trop. Voilà. Personne à la vanne. La liste de À toi. Schindler, comment? Non, Craigslist. Ah oui, pas mal. 0. Ok. Allez, Mathias, vas-y, rattrape cette vanne, s'il te plaît. Alors, effectivement, moi, je vais rentrer dans du dur. Là, on était dans de la revendication, les droits de la femme, etc. Je me suis fait un petit plaisir. Je me suis offert ce magnifique livre que je vous montre et que les gens sur le podcast ne peuvent pas voir. Le Évidemment, Kama Sutra. le Kama Sutra, pas du tout. Automoto Magazine. C'est J'ai un entendu Katsuhiro Otomoto. Katsuhiro Automoto Magazine. Et ça tombe bien parce que figure-toi que le titre de ce livre est Racisme et jeux vidéo. Donc là, on était à racisme et jeux de mots. Et ben, on passe à racisme et jeux vidéo. C'est un bouquin qui est édité aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Donc, autant dire que c'est pas une maison d'édition de guignolo. C'est un bouquin qui est écrit par Mehdi Derfoufi et donc qui parle de racisme et de jeux vidéo. Et je n'en suis qu'au tout début, mais je le recommande déjà. C'est un bouquin Alors, qui c'est donne... le racisme dans les jeux vidéo ou dans le milieu du jeu vidéo? Non, dans l'expression du racisme au travers des jeux. En fait, dans D'accord, les d'accord. créations, dans les jeux vidéo, comment s'exprime le racisme? Et y a-t-il du racisme? Donc la réponse est oui. Et comment s'exprime-t-il? Et alors, le fait que ce soit aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, c'est vraiment une maison d'édition très sérieuse, très donc le truc est un petit peu indigeste, c'est très très pointu, voyez-vous. Mais le propos n'en reste pas moins passionnant et la question que pose Mehdi Derfoufi, c'est faut-il décolonialiser le jeu vidéo et vraiment c'est passionnant. C'est passionnant parce que c'est un peu, ça fait écho à tout le mouvement Black Lives Matter et tout d'un coup, on se rend compte qu'on joue à des jeux vidéo qui ne prennent pas en compte l'ethnicité, des choses comme ça, et moi, en tant que gentil petit Européen, j'ai rien vu venir, et je trouve que ça ouvre des perspectives, ça ouvre les yeux et ça fait du bien. Par où ça Et passe. du coup, tu conseilles la 207 ou la Citroën C3 du coup, parce que j'ai pas compris le propos. La Renault Fuego, c'est La Fuego, je la connais pas. c'est la Ouais, bière. Toujours agréable de proposer des choses intelligentes pour avoir ce genre de remarques derrière, Pierre, en tout cas. Bien ça sûr. va, j'ai bien compris que c'était un bon bouquin, y a pas de souci. Vas-y à toi avec ta reco, j'en considère la brasserie du Mont-Savoie là. Oui, effectivement, je vous recommande la brasserie du Mont Blanc. Très Voilà. bonne bière savoyarde. Non, moi dimanche dernier, j'ai eu la chance de pouvoir passer ma journée au cinéma. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas pu le faire parce que je travaille trop, contrairement aux deux autres personnes qui sont dans ce podcast. Et j'ai eu le plaisir de terminer ma journée par Minari, donc qui est un film américain qui a eu 6 nominations aux Oscars cette année, donc ce qui est déjà pas rien. Qu'on a reporté qu'un malheureusement, donc c'est l'actrice Yoon Yoo-jung qui a eu l'Oscar du meilleur second rôle. Et en fait, c'est un film qui suit une famille de Coréens sous l'ère Reagan, en fait, qui est venu s'installer, qui a quitté la Corée pour venir s'installer aux États-Unis, et donc qui travaillait en Californie depuis 10 ans et qui du coup quitte la Californie pour venir s'installer dans l'Arkansas, je crois. Voilà, pour ouvrir une ferme en fait, et voilà, devenir agriculteur. Et voilà, on suit cette famille d'immigrés à travers notamment le petit gamin qui est attachant comme tout, et voilà, et puis la grand-mère aussi qui débarque de Corée pour s'occuper du petit. Et voilà, vraiment très gros coup de cœur pour ce film. J'ai été vraiment touché par toute cette galerie de personnages. On a Steven Yeun que vous connaissez sûrement parce qu'il jouait dans The Walking Dead. Il jouait, je me rappelle plus son personnage, mais c'est celui qui est d'origine asiatique, hein, donc vous voyez sûrement de qui je veux parler. Et en fait, c'est un film autobiographique à peu près en fait, parce que le réalisateur Lee Isaac Chung est un Américain d'origine coréenne, et enfin de ce qu'il dit, voilà, il essaye un peu de représenter ce que ses parents ont vécu quand eux ont quitté la Corée pour venir s'installer aux États-Unis. Donc voilà, si vous aimez la Corée, si vous aimez l'Arkansas, si vous aimez les Oscars,
Et surtout, si vous aimez le cinéma, je vous conseille Minari. C'est à peu près dans tous les bons cinémas en ce moment. Et voilà, si prenez 2-3 mouchoirs avec vous quand même, parce qu'il y a des petits moments. Voilà, l'alarme va perler au coin de votre œil. Je n'en Euh, dirai pas plus. D'ailleurs, je recommande le discours qu'elle a eu quand elle a obtenu sa statuette, qui Ah, est, j'ai pas été voir. je pense, le meilleur discours qui a été fait cette année. Et c'est très drôle, c'est très touchant et voilà, je vous recommande ça. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, tous les ans, t'as un Coréen qui gagne un Oscar. L'an dernier, c'était Bong Joon-ho, meilleur réalisateur, meilleur film aussi, je crois, pour Parasite. Là, il y a elle cette année. Et donc, les Coréens, ils sont partout, hein, ils sont forts. Hein, ils sont forts, les Coréens. Bon, écoutez, Pierre, Mathias, merci beaucoup. Merci à toi. Chers Merci à auditeurs, on vous a parlé donc de Mixed, la dernière création Amazon Prime Video France. Enfin, France, c'est dispo dans le monde entier, mais c'est franco-France, c'est fait en France, quoi. Puis ça parle Donne en français. l'argent à Amazon, pardon, excuse-moi. Voilà. Mais, Paye tes impôts, Jeff. Donc, chers auditeurs, je vous le rappelle, vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, SoundCloud, on a également Monoprix. une chaîne YouTube, Monoprix Podcast. Pour les réseaux sociaux, vous le savez, on est uniquement sur Twitter, donc voilà, vous pouvez nous envoyer un petit tweet pour nous dire ce que vous avez pensé du podcast, pour nous dire ce que vous avez pensé de Mixed, pour nous dire ce que vous avez pensé de mon introduction, ou alors pour nous dire à quel point vous en avez marre d'entendre Pierre tout détester. Faites comme Damien, laissez-nous un petit message pour nous remercier, pour nous dire qu'on est géniaux. Voilà. Damien qui Non. est décédé, on est d'accord, depuis 2 semaines. Non, je l'ai eu, je l'ai comme ami dans la vraie vie maintenant. Tout va bien, d'accord, très bien. Donc, tout va bien pour Damien, il se porte bien malgré, il est de Lille, hein, donc malgré l'alcoolisme et la fricadelle. Malgré l'île. Voilà. On embrasse Damien. Et on embrasse Yo-Yo aussi parce qu'il avait demandé qu'on fasse un coucou. Alors Yo-Yo, le nôtre, hein, Pierre, pas KF Comics, lui j'en ai marre. Oui. Allez, merci à tous. À très bientôt pour un nouvel épisode. Malheureusement, la mixité n'est pas dans ce podcast, mais l'amitié, elle y est. Bisous à tous. Oui. Bravo.